et bienvenue pour ce premier Overtime sur notre nouveau format d'émission sur Facebook. On est parti pour environ 1 heure de discussion. On va revenir bien évidemment sur l'actualité des clubs romans et on aura en deuxième partie une discussion concernant la Suisse M20. Et comme vous voyez, pour cette prolongation, on est 4. Et j'ai le plaisir d'accueillir dans la case en haut à gauche, à son habitude, Stéphane Rochette. Salut Stéphane. Salut. En bas à droite, c'est Jérôme Beuchat qui nous fait le plaisir d'être là. Salut tout le monde. Enfin, juste en dessous de moi en bas à gauche, Jean-Philippe Presselwenger. Salut JP. Salut Pascal, bonjour à tous. Et moi-même, Pascal Borhardt, en haut à gauche pour modérer cette émission. Je vous l'ai dit, on va revenir sur les clubs romans. N'hésitez donc pas à participer avec des commentaires. Je remercie déjà Sébastien, Fabien, Denis, Thomas et Vladi qui nous ont posé des questions dans la publication de dimanche. On reviendra sur les questions en M20 en deuxième partie d'émission et on va commencer d'abord avec une question de Thomas qui concerne la Swiss League. Messieurs, selon vous, quel avenir pour les clubs fermes, genre Rockets ou Zug Academy, alors que la Swiss League cherche à se développer sans eux? Jérôme, ouvre les feux. C'est la question la plus embêtante pour commencer. Là. Comme ça, c'est fait. Ouais, comme ça, c'est fait. Les clubs fermes, je sais pas trop. C'est vrai qu'il y a Grasshopper, ça fait très longtemps qu'ils sont là et puis on a presque oublié que c'était un club ferme. Ça marche assez bien. On va signaler qu'ils participent aux discussions quand même. Hein, oui, mais disons que Grasshopper, ça marche assez bien avec Zurich, avec Cloton pour la formation. Je sais pas, est-ce qu'on a besoin de ces clubs fermes ou pas? Je sais pas trop. C'est un petit peu ambigu. Si c'est comme Getse, c'est cool parce que on voit que ça fonctionne. Après, à Biasca, c'est un petit peu plus compliqué. On a vu l'année passée qu'il y avait énormément de joueurs. Et puis pour le développement, je sais pas si c'est une très bonne chose. JP. Ouais, alors, il y a une chose qui vient tout de suite à l'esprit, c'est le fait que quand vous accueillez les Ticino Rockets ou FOZ Academy, là, c'est souvent le record négatif de la saison. C'est toujours compliqué. En plus, ils ont de la peine à faire des résultats. Et puis, Getseka Lions, comme l'a très bien dit Jérôme, c'est une équipe qui est là depuis 30 ans, qui a participé aux playoffs. Et puis, la chose maintenant qu'il faut garder en tête, c'est qu'il y a des équipes, des vraies équipes de villes ou de villes, Bâle par exemple ou Martigny, qui eux attendent plus qu'une chose, c'est de pouvoir intégrer cette Swiss League. Et ça, c'est des équipes qui ont un public, qui ont une histoire. Et je pense que, en tout cas, ce qui est prévu dans la création de cette nouvelle SA en Swiss League, eh bien, c'est que l'idée, c'est qu'on intègre les Getseka Lions, ce qui a été fait, et puis que ces deux-là soient remplacés par deux qui montent de MySports League, potentiellement Bâle et Martigny. Imaginez des derbys entre Bâle et Ajoie ou bien entre Sierre et Martigny. Ça va amener clairement plus de public et plus d'intérêt médiatique aussi sur une Swiss League qui essaye de s'émanciper un peu. Donc, je peux comprendre qu'on privilégie Martigny et Bâle aux deux clubs fermes. Steph, tu t'es pas encore exprimé là-dessus? Non, mais je suis tout à fait d'accord avec ce que Jean-Philippe vient de dire. Écoute, moi, je comprends la réaction de la Swiss League, qui, j'espère, va changer de nom, là, parce que la Swiss League, c'est tellement bizarre, ça, c'est une parenthèse, mais elle cherche son identité. Et puis, c'est vrai que pour le côté business de la chose, c'est Farm Team. C'est affreux, quoi. Je comprends que ces clubs-là ne veulent plus des équipes fantômes ou des équipes formées de juniors qui n'attirent personne. Et ça, je le comprends. Et comme il a dit, il y a deux, trois marchés qui seraient prêts à intégrer cette Swiss League, qui ont une identité. Et je pense que pour le modèle d'affaires de la Swiss League, pour l'attractivité de la Swiss League, ce serait intéressant. Comme il vient de l'expliquer, moi, je me dis, par contre, pour la formation, je pense que ce qui se passe à Zug Academy est assez intéressant. Ce qui se passe à Getse depuis des années est assez intéressant, même si Getse a un statut particulier, comme vous venez de le mentionner. Ce qui se passe au Ticino Rockets reste à prouver. Il n'y a pas beaucoup de gars qui sont passés par là qui ont vraiment steppé up en haut. Alors, il faudra trouver une solution quand même, parce que si on s'en va vers une ligue avec plus d'étrangers, il y aura moins de jeunes en National League. Il y a des joueurs qui vont redescendre en Swiss League. Ce sera une ligue plus compétitive. C'est quoi l'avenir des jeunes? Quel est le rôle de la Swiss League dans la formation? C'est pas clair non plus, parce qu'en Swiss League, on veut gagner des matchs. On a une identité régionale. On va jouer avec des vétérans. On va jouer avec des gars pour gagner le prochain match. Donc, où est la filière de formation dans tout ça, quand on sait que le passage des juniors élites à la Liga est
est démesurée, c'est incroyable, c'est vraiment difficile. Où est la filière de formation? Est-ce qu'on sera obligé d'envoyer encore une fois ou encore plus de nos jeunes à l'étranger? En Suède, je pense à Sandro Schmidt, je pense à Timothée Chalais, je pense à quelques-uns, je pense à Kenny Hager qui ont passé par là, ou au Canada, aux nombreux gars qui ont passé au Canada pour revenir directement en National League. C'est la seule chose que je me pose comme question. Au niveau de la formation, on fait comment? Parce qu'on avait annoncé que la MySports League, on avait créé la MySports League pour qu'elle devienne une ligue de formation. Je suis désolé, là, je ne vois pas ça du tout. On l'a vu, on l'a montré en studio avec Jean-Philippe dans le temps des fêtes. Il y a très, très peu de joueurs qui passent par cette MySports League et pour faire le saut en haut. Ce n'est pas une ligue de formation, en tout cas pour l'instant. Ça pourrait le devenir, mais encore une fois, c'est des équipes qui ont une identité régionale, qui veulent gagner des matchs. Voilà, en gros, ce serait bien pour le business, mais pour le reste, je ne suis pas sûr. Bon, on arrive en fait toujours au même problème, hein, c'est quel rôle pour quelle ligue, hein, on l'a longtemps eu avec justement la Swiss League où c'était est-ce que c'est une ligue de formation ou pas. On a ces clubs fermes, on va dire 2,5 puisque Getsy est bien implanté puis qu'il ne faut pas choquer le grand ZDC Lions. Voilà, c'est vrai que voilà, comme le dit Fabrice dans les commentaires, le problème c'est que la joie chaude foncière ou Liège, ils sont pas seulement intéressés par la Swiss League. Il y en a qui regardent aussi un tout petit peu plus haut. Donc voilà, il faut savoir si la National League regarde en bas par contre. Voilà. Ça c'est moins sûr. Ouais. Il y a d'autres problématiques autour de ça. Il faudrait peut-être déjà définir, je pense, la relation entre les deux ligues, maintenant qu'elles sont séparées juridiquement. Est-ce qu'on fait comme en Suède où la SHL, l'Allsvenskan et même la 3e division, le Kaetan sont des entités juridiques séparées, mais on garde cette promotion-relégation qui existe entre les ligues avec des budgets qui sont relativement proches pour les équipes qui sont limites entre deux ligues. Il y aura de nouveau pas de relégation la saison prochaine. Par contre, il y aura une promotion, donc on pourra se retrouver avec 13 équipes au début de la saison 22-23. Même 14. S'il n'y a pas de relégation l'année prochaine et qu'il y a de nouveau un promu, on parle de même 14. 14 ouais. Pourquoi pas les acheter à jouer, les gars? Moi, je dis ça, je dis rien, mais ça pourrait être intéressant. L'acheter à jouer qui a d'ailleurs déposé un dossier. Hein. Advenant le cas où ils sont champions cette année, ils pourraient monter. Avec leur nouvelle patinoire, ils peuvent, ouais. On parle d'un budget de 7 millions, par contre. C'est peut-être un peu maigre, mais quand même. Ouais, mais 7 millions, si tu montes et puis qu'il n'y a pas de relégation, au final, c'est bon, tu peux développer ton budget sur 2 ans. Ouais, exactement. Exact. Je pense que c'est l'objectif, d'ailleurs. Bon, messieurs, on n'est pas là peu pour parler de la Swiss League, on va parler aussi des clubs romans. On va donc commencer au bout du lac Léman avec Genève. Et donc, Genève qui s'est imposé 6-0 à Rapperswil samedi. C'est la deuxième fois en 2 matchs que les Genevois n'encaissent pas de but contre les Lakers. Il y a eu un départ un peu lent, on va dire, 1-0 après 20 minutes de jeu. Puis à partir de la mi-match, on a eu Genève qui a déroulé. Alors, Stéphane, toi, tu as plus suivi ce match-là puisque tu étais en studio que mes 2 camarades en dessous. Je vais te donner la parole en premier. Qu'est-ce que tu as pensé de la performance genevoise lors de cette... Rien de transcendant, sincèrement. Le score est flatteur et ronfleur, mais je n'ai pas trouvé que Genève n'a pas été mauvais, mais ils n'ont pas été transcendants non plus. Très petit match de Rapperswil qui a donné des boulevards, fait des erreurs monstrueuses dans sa zone de défense. On vient de voir un but là où tout le monde s'est en allé du côté du porteur de la rondelle. On a marqué des buts en power play, ce qu'on n'avait pas fait, par exemple, contre Lausanne mercredi dernier. Donc, on a été très opportuniste du côté de Genève. Match correct. Et puis, Rapperswil, voilà, plus ou moins bon, notamment en défense. Par contre, si vous regardez le total des shoots au but, 39-39, c'est rare que vous voyez 39-39. Puis vous regardez le score 6-0, vous dites qu'il y a un problème, il y a quelque chose qui ne joue pas. Ça veut dire que Gauthier Desclous a quand même été bon, a fait quelques bons arrêts sans être bombardé ou mis à rude épreuve, a quand même fait les arrêts qu'il fallait au bon moment, notamment sur un breakaway, là où il a fait un arrêt spectaculaire. Donc, victoire qui a l'air facile, mais qui ne l'était pas forcément, finalement. Ouais, tu parlais des erreurs défensives, on a revu là, le but de Rod, notamment, où
où il y a 3 joueurs de Rapperswil qui passent la ligne bleue genevoise, et derrière, c'est un 2 contre 0 pour Rod, qui arrive avec lui. Je l'ai analysé en studio, c'est incroyable. Vukovic qui se lance en attaque à 4 contre 5, là. Il faudra que, je sais pas, il s'est transformé. Est-ce qu'à l'époque où tu étais à Genève Servette, il était offensif comme ça? Ou bien? Non, mais je n'ai pas remarqué qu'il a marqué 2 buts en 3 matchs juste avant Noël, donc il a peut-être eu, des mauvaises idées. Il s'est dit en 2021, je deviens un joueur offensif. Messieurs, Jérôme, Jean-Philippe, vous avez quelque chose à ajouter? On voit surtout qu'avec des équipes comme Rapperswil, Ambry ou Langnau, s'il y a un soir où elles sont un petit peu moins bien, eh bien, tout de suite, ça fait des scores fleuves. Il faut vraiment que Langnau, Ambry, Rapperswil soient quasiment à 100% pour pouvoir tenir tête aux autres équipes. Langnau, là, est sur une bonne phase. Ils viennent de battre Berne et Zurich. Donc, on voit quand ils sont vraiment à 100% et qu'ils ont de la réussite, ils peuvent tenir, même gagner des matchs. Mais si, comme Rapperswil, là, il y a un soir où ça ne fonctionne pas bien, c'est tout de suite une claque. Il y a une chose qu'il ne faut pas oublier sur le match de Rapperswil, c'est que Patrick Aymon avait complètement modifié son line-up. Il avait mélangé les lignes, il avait séparé Ria et Omar, il avait remis Vermin à l'aile, alors qu'on avait pensé que c'était une bonne idée de le mettre au centre, ça fonctionnait, mais tout le monde avait besoin d'un coup de fouet, et je crois que ça a fonctionné, mais ça explique aussi peut-être pourquoi ce premier tiers s'est terminé qu'avec un 1-0. Il a fallu peut-être trouver des automatismes. Puis moi, j'ai une question pour vous par rapport à Genève. Eric Fer, il nous fait quoi là? Chaque match, c'est 2-3 pénalités. Alors, ok, il a gagné 62% de ses engagements à Rapperswil, mais je ne veux pas dire qu'il a coûté le match contre Bienne. Si vous vous souvenez, Bienne est gagné au Vernet. Il a un peu des coups de sang et des réactions qui ne collent pas vraiment avec son statut de vétéran. Je voulais peut-être avoir votre avis là-dessus. Jérôme? C'est vrai qu'il a des pénalités un petit peu stupides en plus. Ce n'est pas des pénalités où il fait la faute parce que l'équipe adverse est prêt à marquer ou quelque chose comme ça. C'est comme tu dis, Jean-Philippe, c'est des coups de sang. Alors, je ne sais pas, est-ce qu'il se révolte un petit peu? C'est vrai que c'est un petit peu inexplicable. En tout cas, on n'avait pas l'habitude de le voir comme ça. Mais moi, je vais vous dire que les infos que j'ai de l'intérieur, parce que vous savez que j'entretiens toujours de bonnes relations avec plusieurs arbitres, c'est des amis. Voilà. Et on m'a dit que Genève, Fer, Winnick, Richard et Omar, ils sont chiants avec les arbitres, mais c'est comme pas possible. Ils sont toujours en train. Winnick, qui a l'air d'un ange, parce que moi, quand on m'a dit que Winnick était chiant comme ça, je disais, bon, Fer, on voit qu'il tchatche, on voit qu'il provoque. On a commenté le match mercredi passé avec le 30 avec Jean-Phi. On voyait que sur le banc, il se levait, puis il provoquait le banc de Lausanne. Fer, on le sait, c'est visible. Et vous l'avez dit, prend des pénalités stupides. Il est un peu marqué aussi avec les arbitres. Et Winnick, qui a l'air d'un ange comme ça, tu as l'air du gars qui dit jamais rien, il paraît qu'il a une sale gueule épouvantable. Et puis, Richard, on le voit, hein, il y a un poumon pour aller et puis 2 poumons pour jouer. Et puis il y a Omar aussi qui n'arrête pas de. Voilà, donc cette équipe de Genève bon, ça a du bon des fois comme entraîneur, tu es content d'avoir des rebelles, mais quand ils t'en coûtent pas trop, quand ils se focalisent sur les bonnes choses. Effectivement, Stéphane, je me souviens que tu as souligné il n'y a pas si longtemps que ça que Fer, bon, il a marqué le premier but contre Rapperswil, mais il marque moins que l'année passée. Il y a des plus longues périodes où il n'a pas marqué. Winnick, c'est la même chose, ça fait un moment qu'il n'a pas marqué. Est-ce qu'au final, c'est pas aussi de la frustration qui est en train de sortir chez Fer, de dire, mais finalement, j'ai plus autant ce rôle de leader que l'année passée où je suis arrivé. C'était tout roulé pour lui, en fait, l'année passée. Je peux intervenir? Vas-y, bien sûr. Il y a une grosse différence par rapport à l'année passée, c'est qu'il y a un Linus Omark dans l'équipe. Et là, tu as une ligne hyper offensive dans laquelle il est, où tu sais que là, ça ne va pas super défendre. Il triche souvent, il reste dans la zone offensive ou tout près de la ligne bleue. Il se fait oublier derrière les défenses. Et puis, du coup, Winnick et Fer, qui étaient beaucoup plus mis en avant. Il jouait avec Miranda, si je me souviens juste, la saison dernière. Et c'était une ligne qui était plus mise en lumière, qui avait plus de responsabilités offensives que celles dans lesquelles ils évoluent cette saison. Je pense que c'est peut-être une raison du rendement, on va dire, au niveau des points, que c'est moins impressionnant que l'année dernière. C'est exactement ça. Écoutez, quand vous prenez quand on a engagé Omar à Genève, quand Max Sorley a signé Omar, il a mis en garde les entraîneurs en disant, OK, il est dispo, il est d'accord de venir, mais attention, il y a une gestion à faire autour de ce genre de joueurs. Et
à l'interne, il y avait des dissensions en disant non, peut-être qu'on n'a pas envie de rentrer un gars dans le vestiaire comme ça, qui, oui, est certes bon offensivement sur la glace, mais il triche, ne fait pas toujours ce qu'on lui demande, n'a pas toujours le comportement voulu à l'entraînement et sur son propre programme un petit peu. C'est une star. C'est une star qui prend beaucoup de place dans les médias, sur la glace, dans le vestiaire, etc. Et Patrick Aymon a dit, moi, je vais le gérer, il n'y a pas de problème. Et je pense que ça se passe assez bien, mais comme tu l'as dit, Jean-Philippe, il prend énormément de place, Marc, et ça dérange. Effectivement, la hiérarchie qui est installée l'année passée est complètement perturbée par ce gars-là qui est arrivé. Le fait que Aria revienne aussi. Et ça fait qu'il n'a pas... Tu sais, quand tu es le premier bloc ou tu es le bloc offensif, quand tu as un engagement en zone d'attaque alors que l'autre équipe est fatiguée, l'année passée, c'était Fair et Winnick qui embarquaient. Cette année, c'est la ligne de Marc. Donc, c'est un exemple qui fait que c'est tous ces petits détails-là qui font qu'à la fin, le joueur a un rôle différent, comme il vient d'expliquer. Moi, j'ai une question pour terminer sur Genève encore. Est-ce qu'au final, c'est pas une victoire importante quand même si tu as dit ils ont mal joué ce match-là, ils ont profité aussi d'un Rapperswil beaucoup plus faible. Mais après les deux défaites avant Noël et entre Noël et Nouvel An, entre Bienne et Lausanne, finalement, est-ce que c'est pas important de gagner 6-0 contre Rapperswil alors que le prochain match demain, c'est de nouveau contre Lausanne? Quand tu gagnes 6-0, en plus à l'extérieur, avec un blanchissage après 2 défaites de suite, en plus en jouant pas incroyable, comme l'a dit Stéphane, je pense que c'est que du positif. Hein. Un match référence. Il y en a qui appellent ça un match référence. Je ne serais pas allé jusque-là, Stéphane. Non, mais pour le moral, ça fait du bien. Et tu joues pas incroyable, tu gagnes 6-0, en plus à l'extérieur. Ouais. En plus, en ayant remanié toutes les lignes offensives et t'en passes 6. Donc, c'est pas si mal. Hein. Voilà, tu le prends, tu termines le match, tu peux noter 3 points, on rentre à la maison, tout va bien. Et quelque chose à ajouter? Non, je crois qu'on a fait le tour. Et puis, on se réjouit de retrouver Genève contre Lausanne pour la revanche du 30. Et puis comme on n'a pas de questions dans les commentaires sur Genève, je vous propose qu'on continue notre tour de Romandie, direction l'Océland. On parle désormais de Bienne. Bienne qui n'a pas marqué de but samedi contre Zoug. Alors, c'est pas une honte de ne pas marquer contre Zoug. Ça a été un match extrêmement serré. C'est peut-être, finalement, je n'ai pas envie de dire une défaite référence pour faire un clin d'œil à tout à l'heure à Stéphane. Mais voilà, c'est pas une bonne défaite non plus. C'est jamais une bonne défaite de perdre, mais on peut perdre 2-0 contre Zoug, messieurs. C'est un de ces matchs à 50-50, et puis Zoug a réussi à marquer, mettre le deuxième dans le but vide, et puis c'est Giannoni en face qui fait de nouveau quelques arrêts très importants. Et puis voilà, quoi. Comme tu l'as dit, Pascal, il n'y a pas à rougir de cette défaite pour Bienne. Non, puis comme tu le dis, c'est dans la cage vide le deuxième. Moi, ce que je remarque dans ce match-là, j'avais un petit œil dessus, c'est qu'on a un Joren Van Pottelberger qui a fait un super match quand même contre Zoug. C'est un des cadors de la Ligue, c'est le leader. On a vu qu'il n'était pas toujours à 100% le gardien qu'on attend de lui. Là, ça fait quelques matchs où Bienne peut vraiment compter sur son dernier rempart. JP. Oui, c'est juste. Alors, je sais que là, c'était quoi, 96,55% sur ce match-là. C'était 97% sur le match d'avant. Moi, je me pose une question. Est-ce que... c'est une coïncidence, vous allez me dire, mais il y a un vieux monsieur, Beat Forster, qui est de retour dans l'alignement après avoir dû patienter. Je me demande si ça stabilise pas un petit peu la défense. Il arrive aussi un petit peu à cornaquer les plus jeunes ou les moins expérimentés. Puis du coup, on arrive à éviter les grosses situations qui laissaient un peu le gardien, je ne vais pas dire abandonné, mais... il ne peut pas tout prendre sur ses épaules, Van Pottelberg. Ce n'est pas encore Reto Berra. Si vous filez 50 tirs par jour, par match à Van Pottelberg, ça ne va pas bien aller pour vous, sauf si vous avez une offensive qui marque 7 fois. Mais voilà, quoi. Ça, je me demande si Forster, la rentrée de Forster n'a pas stabilisé un peu la défense et puis du coup aidé le gardien à réaliser des bonnes performances. Moi, je pense que tu as raison, Jean-Philippe. Le retour de Forster a fait du bien. Mais ce qui fait aussi du bien à Bienne, c'est que Stamfli et puis Sartori, ils ont pris un petit peu plus de bouteilles maintenant à Bienne, parce qu'il y a aussi Kreis qui est blessé. Donc, ils ont un petit peu plus de temps de jeu. Stamfli, c'est sa première saison en National League. Il a marqué d'ailleurs un but il y a 2 ou 3 matchs.
Ouais, contre Zurich. Il marque le 1-1 contre Zurich. But important. J'ai l'impression que lui, il a pris de la bouteille maintenant et puis surtout de la confiance. Sartori, qui était souvent 7e défenseur en début de saison, avec la blessure de Kreis, il a beaucoup plus de minutes de jeu. Donc il est en train de se faire vraiment au système de Leuenberger. Donc je pense que c'est aussi un tout. Il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup de blessés à Bienne, qui tournent quand même beaucoup mieux ces temps, même avec ces blessés. On le voit au classement, hein, Bienne est 8e, ils sont à 3 points du 5e, si je ne fais pas erreur. Donc ça va mieux malgré les blessés. Fabrice nous pose une question. Jérôme, on en a parlé tout à l'heure en antenne. Bienne joue à nouveau avec ses jeunes joueurs. Est-ce que le Leuenberger s'est fait taper sur les doigts? Stéphane, on t'a pas encore entendu sur Bienne. Toutes les réponses mentionnées sont bonnes. Ce qu'il joue de nouveau, s'est fait taper sur les doigts. Moi, je pense qu'avec le nombre de blessés, il n'a pas trop le choix. Et on a aligné des très, très jeunes. Garessu, que je connais, là, qui a été au tournoi Pee-Wee il n'y a pas si longtemps que ça. Et le jeune en défense, là, le géant en défense de 2007. Bon, c'est des jeunes qui sont loin d'être prêts, mais on leur donne quand même d'expérience de National League, de la confiance, une lumière au bout du tunnel. Et au passage, on peut augmenter les frais de formation lorsqu'ils quitteront Bienne. C'est une petite parenthèse. Et c'est une bonne stratégie, mais Steinegger est malin. On le voit depuis le début, la gestion de son équipe, de son effectif, les transferts qu'il a effectués. On voit que c'est un gars qui a une vision, qui est malin, de là à dire qu'il influence Leuenberger, je ne sais pas. S'il avait influencé autant que ça, je pense que Leuenberger n'aurait pas opté pour le style de jeu, le nouveau style de jeu de Bienne. Donc, c'est quand même lui qui a dit « Moi, je veux jouer comme je veux », contrairement à ce qu'on avait annoncé. Toujours est-il que Bienne va mieux, effectivement, mais ça ne pouvait pas être pire qu'en début de saison, parce qu'en début de saison, ça allait vraiment mal. On s'entend là-dessus. Et là, je pense que les choses vont rentrer dans l'ordre, effectivement. Mais concernant les jeunes, moi, je pense que Leuenberger... Je ne sais pas s'il s'est fait taper sur les doigts, mais en tout cas, le départ de Nussbaumer, il l'aura sur la conscience. Ou pas, parce qu'en tout cas, il va emporter la responsabilité. Parce qu'on sait très bien que Nussbaumer était heureux à Bienne, content de revenir l'année dernière. D'ailleurs, Bienne a payé pour son équipe au Canada pour le sortir de là, les dédommagements. Et cette année, il quitte. On l'avoue, Nussbaumer était malheureux de son sort. C'était évident, il ne s'en cachait pas. Son body language le traduisait très bien d'ailleurs. En début de saison, il était 13e attaquant au centre du 4e bloc, alors que sous Tormainen, on le voyait régulièrement aligné avec de bons joueurs. Donc le jeune, il a dit « Moi, j'en ai assez, je pars ». Par rapport aux jeunes joueurs, Steph, ouais, ils vont les chercher, mais ils auraient pu... L'autre solution, ça aurait été de demander des licences B à gauche, à droite pour avoir des joueurs. Finalement, le choix aussi d'aller chercher des jeunes comme Bixel ou l'autre, je ne sais jamais le nom, donc je m'excuse d'avance. Garessu, voilà. Finalement, c'est aussi un choix, au-delà des frais de formation que tu as glissé, mais c'est aussi un choix de dire on fait confiance à nos jeunes, on a confiance dans Bienne Spirit et le développement qu'on fait pour lancer ces jeunes-là sur le terrain de la National League. Bien sûr, non, mais ça fait partie de la philosophie de Bienne et ça, je le salue. Ils le font très bien, et utiliser leurs jeunes, etc. Mais il y a aussi la raison financière, comme je l'ai dit, les frais de formation qui seront meilleurs à terme sur certains joueurs et ça ne leur rendra pas forcément service. Et puis quand tu vas chercher des gars en licence B, ça te coûte de l'argent. La licence B te coûte de l'argent et puis le gars, tu dois le dédommager, tu dois le payer par match. Donc, mais l'idée de donner de l'expérience aux jeunes, écoutez, on va être honnête, en Suisse, on a 20 joueurs sur la feuille de match. On sait que le 7e défenseur n'a pas beaucoup de glace, puis le 13e attaquant peut ne pas toucher la glace. Donc, les intégrer à des postes, on a vu l'année passée Berne jouer régulièrement à 17, 18, 19 joueurs. Donc, si tu alignes des juniors, des jeunes à 19, 20e, ça ne te fait pas trop mal non plus. Soyons honnêtes. Mais est-ce que finalement, ça ne donne pas de la confiance aux jeunes? Parce que quand tu es en moins de 20 à Bienne et tu te dis, s'il y a des blessés ou des malades, je peux aller jouer avec la première équipe. Donc, c'est aussi super motivant pour les jeunes. Fribourg avait fait ça aussi, notamment dans la préparation. On avait vraiment essayé d'intégrer le plus possible les jeunes. Il y a toujours une rotation lors des entraînements où il y a un certain nombre de juniors U20 qui viennent s'entraîner avec la première pour avoir un peu le... Donc moi, j'ai encore un petit truc sur Bienne. Je les ai vus jouer à Genève. Et puis, j'ai trouvé l'association Fuchs-Kunti absolument extraordinaire à avoir joué. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Fuchs était avant sur le premier trio avec Pouliot et Rayala. Et puis, quand Brunner s'est blessé, il a passé avec Kunti, je crois que c'était pendant un match à Davos. Exactement, après le premier tiers. Et puis là, je les ai trouvés étincelants, les deux, quoi.
C'est des créateurs de jeu, Kunti, Fuchs. C'est des joueurs que tu peux pas tellement mettre dans un cadre, si je peux parler comme ça. Ouais. C'est un petit peu, tu les mets sur glace et puis tu les laisses un petit peu faire ce qu'ils veulent, entre guillemets, hein, même si tu as des tâches défensives, tu as un schéma de jeu, mais c'est des créateurs de jeu, donc moi ça m'étonne pas qu'ils s'entendent bien. Là, on a remarqué déjà, Fuchs l'année passée aussi, qui avait pas mal navigué entre les lignes, que c'était quelqu'un qui s'adaptait très bien à ses coéquipiers de ligne. Alors, moi j'avais pas fait attention à ce changement, merci JP. On sait aussi que Kunti, depuis qu'il est à Bienne, il revit. Hein, donc, au final, il est top scorer. Et il est top scorer maintenant. Donc c'est plutôt là, c'est peut-être le fin né de Leuenberger qui met sa patte sur l'alignement en se disant tiens, peut-être que là il y a un petit coup à jouer. C'est deux joueurs qui ont un sens du jeu. C'est deux joueurs qui se démarquent, qui ont pour qualité principale leur sens du jeu. Et la fluidité du patinage, sens du jeu. Donc, évidemment, je ne suis pas surpris que ces deux joueurs qui peuvent s'adapter. Il faut qu'ils s'adaptent très rapidement à tout le monde parce qu'il comprend. Hein, il comprend le jeu et puis il peut s'adapter. Et puis, je persiste et je signe que le meilleur coup que Tormainen a fait avec Jason Fuchs, c'est de l'envoyer à l'aile. Et il est pas assez assidu défensivement, pas très costaud non plus dans les duels à 1 contre 1 profondément dans la zone. C'est un gars qui n'est pas extraordinaire sur les face-offs. C'est un joueur qui a un sens du jeu remarquable et qui peut s'adapter à n'importe qui à l'aile et mettre en valeur d'autres joueurs. Et il a connu sa meilleure saison comme par hasard l'année dernière. Il a eu beaucoup de points en power play, ce qui a augmenté sa valeur. Et puis cette année sur le marché, c'est un joueur qui est recherché. Et vraisemblablement, il a signé à Lausanne pour l'année prochaine. La question est, est-ce qu'il sera utilisé au centre à Lausanne ou à l'aile? Justement, rebondir là-dessus, parce qu'il y a Fabrice dans les commentaires qui nous a demandé est-ce que c'est plus qu'une rumeur de Fuchs à Lausanne. On sait que, ça permet aussi de répondre à Vincent qui nous parle par rapport à De Diaz à Fribourg, que les clubs ils se sont mis un embargo jusqu'au 1er février. C'est ça, Stéphane, tu me corriges si je me trompe, pour annoncer les transferts. Ouais, je vois pas l'utilité sinon que de faire de la politique par rapport aux aides, etc. Mais je veux dire, on sait très bien que ça grenouille, ça bouge dans les transferts. Il y a plein de trucs de rumeurs qui sortent, puis il y a des trucs qu'on sait. Mais on va attendre. Ça veut dire que ça va être un peu comme le marché des joueurs autonomes en NHL. Le 1er février, tout va tomber. Toutes les nouvelles vont tomber. Le 1er février à minuit, toutes les fils de presse sont remplis de transferts. Alors, mais je comprends l'idée politique, mais alors si tout le monde sait que ça signe dans le background puis on n'annonce rien, je vois pas le sens de tout ça. Mais on verra en février. Les premières semaines de février sera très intéressantes à suivre. Je vous propose d'avancer dans nos discussions, messieurs. Si ça vous va, on va retourner sur les rives du Léman et se concentrer sur Lausanne. Et Lausanne, c'est comme Genève, c'est comme Ambry, ça a été le carton du samedi avec cette victoire 7-1 contre Berne. JP, tu étais à la Vaudoise Arena. On t'a quand même dit après en antenne que finalement, il ne fallait pas regarder que le résultat sur ce match-là parce que c'était un petit Berne en face, avec notamment l'absence de l'intégralité des Gerber sur la feuille de match. Ouais, pour la première fois depuis 1817, le CP Berne a joué sans quelqu'un appelé Gerber. Effectivement, non, c'était pas vraiment en antenne, c'est Cory Conacher qui m'a dit ça en interview, où il disait, ouais, on a bien joué, mais même si, non, pas bien joué, c'était pas notre meilleur match, mais avec l'opposition qu'il y avait en face, c'est difficile de tirer des enseignements d'un match pareil. Conacher qui a marqué 2 fois. Je l'ai félicité pour ses 2 buts. Il me dit, ouais, n'importe qui d'autre aurait pu les mettre. C'est vraiment un gros travail de mes partenaires de ligne. C'est un gars qui a l'habitude des médias aussi, mais qui est vraiment très, très ouvert, très simple. Il parlait de l'opposition. Berne s'est présenté avec 10 titulaires malades ou absents. Il y en a 8 pour Corona. Il y avait encore Blum qui était loin pour des raisons familiales. Ruffenach blessé. Et puis après le premier tiers, Karunen est parti au vestiaire. Il n'est pas revenu, mais on soupçonne qu'il est touché. Et puis à la 30e minute, il y a encore Thierry Bader. Vous n'allez pas me dire que c'est le leader du CP Berne, mais voilà, ça fait un joueur de moins habituel, un titulaire habituel en moins. Et là, ça devenait compliqué. Hein. Il y avait 6 joueurs avec moins de 5 matchs de Ligue nationale en début de match sur la glace, des juniors élites, des U20. On avait rappelé du monde de Swiss League, Elsner d'Olten ou Mika Burkhalter qui avait été coupé
au dernier moment pour le roster des championnats du monde U20, qui lui joue à Winterthur. Et on a très bien vu qu'au niveau du rythme, il y a un moment, je ne sais plus exactement, ça devait être au troisième tiers, il y a Malguin, qui est le top scorer lausannois, qui arrive dans la zone face à Finn Fuchs. Mais c'était, il a tout fait, quoi. S'arrêter sur un patin avec une feinte, un changement de direction. Il a perdu 2 ans de sa vie, là, le jeune. On a vu l'énorme différence qu'il y avait entre les juniors élites et un gars qui a joué 200 matchs, 190 matchs en NHL, quoi. Mais au final, il y a un bon truc. Moi, je pense qu'on peut sortir, et ça j'imagine que vous allez me suivre, c'est Boltzhauser. Boltzhauser qui a été titularisé une nouvelle fois contre Berne. Il avait fêté un blanchissage sur sa première titularisation face aux Ours. C'était le 8 décembre, c'était 3-0. Et puis là, il sort de nouveau un match plus que correct. Sur cette titularisation, il a gagné 6 fois. Pas mal. Bon, moi, je vais faire la langue. Stéphane, attends, je vais juste prendre la question de Fabrice parce il rebondit exactement sur ce que Jean-Philippe vient de dire. Finalement, c'est qui le numéro 1 ? C'est Boltzhauser ou c'est Stéphane ? C'est Stéphane. C'est clair que Stéphane. Quand même. Mais quand vous avez une équipe qui a le luxe d'avoir un deuxième gardien aussi performant, sur la longueur et en play-off, ça peut vous servir. Hein. Ça, c'est clair et net. Il y a peu d'équipes dans la Ligue qui peuvent se targuer d'avoir ça. Et puis moi, je vais faire un peu la langue sale sur Boltzhauser. Depuis que Vermin est parti, il performe à fond, le gars. Hein. Bon, je dis ça, je dis rien. Allez, tout de suite, Stéphane, il faut jouer à Paris Match. C'est une plaisanterie, évidemment, parce qu'on sait que les deux hommes s'entendent bien malgré toutes les histoires qui a pu sortir dans les médias, mais c'était une plaisanterie. Non, mais ça rejoint ce que tu as dit avant, Steph, c'est que on peut s'appeler le CP Berne. Dès qu'il faut mettre des juniors ou des hommes de Swiss League dans l'alignement parce qu'il manque 10 titulaires, l'écart entre une équipe de National League et une équipe avec des juniors et des joueurs de Swiss League, elle est énorme. Et ça se traduit par un 7-1. Exact, quand vous avez... Donc même les juniors de Berne, quoi. Puis Lausanne est une bonne équipe avec plusieurs joueurs qui ont de l'expérience de NHL. Donc quand vous avez un match-up sur la glace avec les 4-5 joueurs de Lausanne qui ont joué en NHL contre des jeunes, voilà. Puis en plus, tu es à la maison, tu peux faire les match-ups que tu veux comme entraîneur. C'est une balade dans le parc, comme on dit. C'était walk in the park. Une question de Sébastien par rapport à Malguin, puisque vous savez qu'il n'est pas dans la liste de Toronto pour le camp d'entraînement. Et d'après les informations de Jérôme Renard, il devrait être soumis au ballottage à 18h aujourd'hui. Est-ce qu'il y a une chance qu'une équipe de NHL s'intéresse à lui et reprenne son contrat ? Ben oui. Pourquoi pas ? Que oui. Parce que quand on performe comme ça, alors ok, je suis persuadé que les grosses écuries de NHL n'ont pas un œil aussi acéré sur le championnat de Suisse que certaines autres, mais pourquoi pas une équipe qui se dit, prend pas beaucoup de risques, hein, l'équipe qui prend Malguin, il performe, il est en forme, 23 ans, il a déjà l'expérience de la meilleure ligue du monde. Pourquoi pas tenter le coup ? Il va pas flinguer ton salary cap de grand chose, je crois qu'il a 700 et quelques mille. Moi, je verrais pas pourquoi il se priverait d'un gars comme ça qui joue au centre, qui est totalement responsable. d'accord. Moi, si j'étais Svoboda aujourd'hui et les fans du LHC, je serais nerveux. Je ne dormirais pas très bien à partir de ce soir. Je serais très inquiet parce que je pense aussi qu'on peut s'intéresser à lui, effectivement. C'est très, très risqué. Là, je pense que les 24 prochaines heures seront déterminantes pour la suite de la saison du LHC parce que Malguin est un joueur qui est devenu très, très important. Et si on le perd, ça va changer la configuration de cette équipe très certainement. Et si on le garde, moi, j'irais même jusqu'à dire que Malguin est le joueur, peut-être le meilleur joueur du championnat jusqu'à maintenant. C'est le joueur qui a le plus d'impact dans son équipe. Je ne sais pas ce que vous en pensez, là, mais c'est toujours dur de déterminer le meilleur joueur, mais il a un énorme impact à Lausanne. Ouais, moi, j'ai l'impression. Hein. Vas-y, Jérôme, vas-y. Non, j'ai aussi cette impression-là, c'est que le LHC sans Malguin, ça sera peut-être plus la même chose. Alors, il y a d'autres joueurs de talent, ça c'est vrai, il y a beaucoup d'expérience en défense, il y a 2 bons gardiens, mais au niveau offensif, il y aura un décalage de ligne, en fait. Il faut que quelqu'un monte d'une ligne pour prendre la place de Malguin, et il y a tout qui va se décaler. Donc, maintenant, il y a une sacrée bonne entente dans toutes les lignes d'attaque. Est-ce que ça va être la même chose sans Malguin ? Je suis pas sûr, même s'il y a du talent. Hein. Ouais, j'allais dire que Malguin,
avant même l'arrivée de Charles Hudon, il avait déjà amélioré Lausanne. Et là, on voit contre Berne où Charles Hudon est absent pour blessure. Il n'a pas été dévalorisé dans ce qu'il a montré sur son niveau. Donc, au final, c'est clair. Et puis, l'avantage pour une équipe de NHL, ce que je voulais dire juste avant, et c'est Fabrice qui le signale, c'est qu'il a un contrat d'1 an aussi. Donc, c'est pas un engagement à long terme d'aller chercher Denis Malgin pour cette saison écourtée. Stéphane, je voulais revenir avec toi sur le but de Berne qui était revu à la vidéo, et ça me permet de poser une question de Stéphane C. C'est donc pas toi qui nous a posé la question en message privé lors du match. Ah bon? Par rapport aux caméras à la hauteur de la ligne bleue, c'est vrai que c'est quelque chose, toi, tu demandes depuis un moment. On a maintenant la caméra au-dessus des buts que tu réclamais depuis longtemps. À quand la caméra sur la ligne bleue pour voir cette fameuse ligne bleue autrement qu'avec un angle, puisque si on prend certaines patinoires comme Ambry, il y a même encore un plus gros décalage par rapport à la ligne bleue qui est à gauche de la caméra. À quand, je ne sais pas, parce que pourtant, ça ne coûterait pas si cher. On a vu la KHL. J'avais commenté un match avec Jean-Philippe de KHL en 23 décembre, je pense qu'il y a 2 ans. Puis la KHL était venue jouer à 2 matchs en Suisse. Puis ils avaient installé des caméras, des GoPro, vous allez me dire, des caméras tout simples au-dessus du plexi. Mais eux, ils avaient installé, l'espace de 2 matchs, des caméras sur la ligne bleue. Il semble-t-il qu'en Suisse, c'est trop compliqué. Mais à quand, j'en sais rien. Le plus tôt possible sera le mieux. Cette année, on n'a pas eu trop de situations qu'on ne pouvait pas voir, mais je ne sais pas si on l'a, là, on peut la regarder. Mais pour moi, c'était typiquement la situation d'un hors-jeu différé. Effectivement, ça pouvait être porté à confusion. Vous avez le joueur de Berne qui balance le puck au fond. Au moment où il balance le puck au fond, vous voyez le joueur qui est en haut de votre écran, le joueur de Berne est en position de hors-jeu clairement, alors que le puck est dans les airs, mais on sait qu'il traverse la ligne bleue à ce moment-là. Mais ça devient hors-jeu différé. Et dans la mesure où le joueur qui est en haut de votre écran revient toucher la ligne bleue et que tous les joueurs de Berne sont à un moment précis, une fraction de seconde, tous en zone neutre ou un pied sur la ligne bleue, ça annule ce hors-jeu. Donc, c'est une situation classique de hors-jeu différé. C'est vrai que nous, on nous l'avait montré sur le plateau rapidement après le deuxième tiers. On s'était dit, oui, il y a hors-jeu, mais on n'avait pas vu l'entier du truc avec le hors-jeu différé. Donc, c'était une bonne décision des officiels, hors-jeu différé, qui doit être annulé au moment où le joueur touche la ligne bleue. Et on rappelle, la ligne bleue, c'est que pour le puck où elle fait partie de la zone d'où vient le puck. Le patin, il suffit de toucher la ligne bleue, puis on est hors de la zone défensive. Exactement. Il y a autre chose à dire sur Lausanne, messieurs, Jérôme, JP, je ne sais pas. Moi, j'aime bien la défensive de Lausanne. On a parlé des gardiens, on a parlé de l'attaque, mais en défense, c'est du solide, les garçons de Lausanne. On avait parlé en début de saison, quand on avait fait les pronostics, vous vous souvenez? On s'était mis à mettre les joueurs de Lausanne, les défenseurs de Lausanne sur une feuille. On s'est dit, quand même solide, hein? Il y a du gabarit, il y a un équilibre gauche-droite. On connaissait même pas encore trop Barberio, qui est vraiment impressionnant, qui joue beaucoup de minutes. Marty, on s'était dit, Marty, c'est quand même pas le transfert du siècle, mais Marty fait une bonne saison. Kruger aussi. Il joue physique. Kruger, pour ce qu'il peut utiliser, il a quand même l'expérience, peut jouer la carte physique, peut bloquer des tirs, peut jouer à 4 contre 5. La défensive de Lausanne est-elle la meilleure de la Ligue, les gars? Ouais, c'est pas impossible, hein. C'est pas impossible, mais il faudra voir sur la longueur. On commence à avoir un bon trend. On a 2 bons gardiens derrière. Mais il y a aussi une chose qui joue en leur faveur, c'est qu'ils sont absolument jamais absents. On a joué à Lausanne avec les 7 mêmes défenseurs tout au long de la saison. Et maintenant, ce sera intéressant de voir avec les matchs tous les 2 jours ou tous les 3 jours. Hein, je crois, je ne sais plus combien c'était, mais c'était 15 matchs en 36 jours ou quelque chose comme ça. Voir si tout à coup on s'use pas un petit peu. Alors on sait bien que quand on joue 82 matchs en NHL, on joue aussi à 6 défenseurs et puis ça fonctionne aussi. Donc la plupart ils auront l'habitude. Et puis on sait aussi que mentalement c'est plus facile. On préfère jouer que s'entraîner souvent quand on est un joueur de hockey professionnel. Donc il y a aussi ce côté adrénaline, plaisir, etc. qui peut aider. Dans le comportement défensif, il y a un truc moi qui m'avait pas choqué, mais qui m'avait interloqué. On présentait Barberio comme un défenseur offensif qui était à la pointe du powerplay, qui allait mettre des points. Alors, il met ses points, même s'il n'a qu'un but pour le moment. Et on ne fait pas la paire avec Kruger, on ne fait pas la paire avec Marty, on fait la paire avec Genadzi, qui est aussi un défenseur qui aime beaucoup soutenir l'attaque. Stéphane, toi, ça t'a pas allumé une petite lumière? Pas vraiment, non. Non, c'est pas tant que ça. Non, je trouve que l'équilibre est assez intéressant.
Ça ne m'a pas choqué. Ça ne m'a pas trop interloqué. Je pense que Genasi peut jouer défensivement. Barberio a la carte physique que Genasi n'a pas forcément. Donc, non, moi, je trouve qu'il y en a un des deux qui peut jouer à droite plus facilement, de gaucher. Il y a aussi ça. Je n'ai jamais vu Frick du côté droit, sauf erreur. Donc, il y a aussi ça. Peut-être une question de pivot, une question d'habilité au niveau du patinage aussi. Parce que quand vous êtes un défenseur qui a un défenseur qui ne joue pas sur son côté, ça change un peu. Et puis, des fois, dans les entraînements, les coachs perçoivent des trucs, les pivots moins bons d'un côté ou de l'autre. Même à ce niveau-là, c'est des détails, les gens ne le voient pas, mais il y a une différence. Et puis, moi, j'ai une petite parenthèse sur Frick aussi. Je trouve que Frick fait une bonne saison. On a vu un but, 2 passes samedi, je crois. Il a fait d'excellents jeux, des bonnes passes, une super passe à Berchi dans un match là, dans le temps des fêtes en profondeur. Je pense que c'était à Genève, d'ailleurs. Frick, ça reste quand même... Ça, c'est un bon transfert de Ian Alston, souvenez-vous, quand on est allé chercher Frick, on s'était dit, c'est bizarre, on ne connaît pas trop le garçon, etc. Ben, ça devient un défenseur quand même très stable en National League. Eldner aussi, Eldner, la catastrophe un peu avec la rondelle, là, mais ça un peu moins catastrophique cette année, il faut l'avouer. Il y a un jours à mettre un but. Hein. Il y a un ou deux jours. Caronen. Ouais. Et puis, il y a un truc, tu parles des buts, des points. Il n'y a que 3 joueurs alignés cette saison par le LHC qui n'ont pas de points. Et c'est Kruger qui est 7e défenseur. C'est Eugdemar qui est quasi jamais sur la glace, donc il y a un peu plus maintenant. Et puis c'est Antonietti qui joue il joue pas beaucoup non plus. Tous les autres ont pointé, que ce soit des buts ou des assists. Et ça c'est quelque chose d'extrêmement précieux dans la post-season pour après, quoi. L'attaque est répartie sur plusieurs joueurs. Et pour revenir sur Barberio, moi j'avais vu John Foust 1 ou 2 jours après l'annonce officielle de son transfert à Lausanne, donc il n'était pas encore arrivé, et je lui ai demandé quelles caractéristiques, et il m'a dit c'est un joueur qui est physique, mais qui est tranquille, avec une bonne relance et un gros tir de la ligne bleue. Donc je crois qu'ils ne sont pas trompés sur la marchandise. Hein. Non. On le connaissait, hein. Peter Zwoboda le connaissait très bien. Bon, messieurs, je vous propose qu'on passe au dernier club roman qui nous intéresse en National League, c'est-à-dire Fribourg. Et comme bien on l'a dit tout à l'heure, hein, Fribourg qui est resté muet à Ambry. Alors Stéphane, on sait que c'est jamais facile d'annihiler à la Malachia. Il fallait le placer. Mais surtout, moi, ce qui m'a frappé, c'est 43 tirs accordés par Fribourg, 43 tirs cadrés accordés par Fribourg en direction de Bérard. Il ne peut pas tout faire, le gardien. Il faut qu'il ait du soutien de ses défenseurs. Et là, ça fait 4 matchs. Encore une fois, on sait que Fribourg est la deuxième équipe qui accorde le plus de tirs au but après Langnau. C'est 36 de moyenne par match, c'est énorme. Et au cours des 4 derniers matchs, j'ai sorti la statistique tout à l'heure, c'est 182 shoots accordés par Fribourg. 172 arrêts de la part de Berra, ce qui fait du 96%, ou à peu près. Mais quand même, tu accordes 182 shoots dans des 4 derniers matchs. C'est plus de 45 shoots et plus par match. Bien sûr, quand vous accordez plus de 40 shoots au hockey, vous commencez à vous poser des questions parce que c'est quand même pas mal parce que ça veut dire que l'équipe adverse était dans ta zone pour la plupart du temps puis elle avait quand même possession de la rondelle. Puis on a vu Fribourg en accorder 50 à l'occasion. Ça m'interpelle. Sur la longueur, moi, si je suis dubé, oui, la saison est belle et puis ça va bien puis les résultats suivent. Bon, c'est un petit couac à Ambry, ça peut arriver. Sauf que là, au bout d'un moment, tu vas finir par payer le prix. Moi, il manque Chavaya et Fourrer en défense qui sont blessés. Fourrer, est-ce qu'on doit encore le nommer dans les absents, Fourrer? Ou c'est quelque chose qui il a vraiment la poisse, qui va de soi? Oui, il a la poisse, mais il manque Chavaya qui est plutôt un défenseur défensif. Oui. Jérôme, c'est pas forcément non plus le facteur, puisqu'il y a eu des matchs à plus de 50 tirs où Chavaya était sur la glace. Exactement, mais ce qu'on remarque, c'est que si Berra n'est pas tout le temps au top niveau, Fribourg risque de laisser des plumes. Et même contre des équipes qu'on nomme de bas de classement, c'est-à-dire comme Ambry ou comme Langnau ou comme Rapperswil. Mais Fribourg joue contre Bienne demain, donc c'est la bête noire de Bienne, Fribourg va gagner. Et puis le match à Ambry va être oublié. Ambry, c'est vraiment si tu parles de bête noire, Fribourg, la bête noire de Bienne, la bête noire de Fribourg, c'est à Ambry. Les jouer à la Valachia pour Fribourg, ça fait toujours un peu froid dans le dos, comme ça faisait froid dans le dos aux Aigles genevois d'aller jouer à Zug. C'est chaque fois, il y a comme ça, il y a des match-up entre les clubs où typiquement, on n'aime pas aller à Ambry du côté de Fribourg. Je ne sais pas si c'est inconscient, si c'est une énorme coïncidence. Toujours est-il que si on se souvient, un peu plus d'une année, Mark French avait vu sa tête rouler à la rentrée
du match perdu 4-0 à Ambry. Voilà, puis il y a plein de petites histoires comme ça là autour. Il y a une chose aussi qu'on peut mettre peut-être en perspective pour aller, je vais faire l'avocat du diable, là. Qu'est-ce que c'est comme sorte de shoot qu'on donne sur Berra, quoi? Est-ce que c'est des tirs alibi des coins alors que le puck rebondit presque devant lui, ou bien voilà, ça c'est à prendre en considération. Il y a 43 shoots pour Ambry, il y a 16 tirs bloqués, puis il y a encore 7 tirs qui sont passés à côté. Donc là, le volume peut vraiment, quand même si la qualité des shoots ne sont pas tous des top trucs, mais le volume peut quand même poser souci, quoi. Enfin, il doit y avoir en tout cas une petite alarme. Ou alors, est-ce que c'est voulu? Il y a peut-être encore, c'est le béret, le look de Christian Dubé qui influe sur ses défenseurs. En fait, on joue à Fribourg, on joue du hockey à la Rocky Balboa. On encaisse, on prend des coups, on prend des shoots, hop, on va en contre-attaque, on fait réussir à gagner des matchs sur le fil en étant très opportuniste en attaque avec un power play. Et puis, il y a un peu de ça, mais c'est ce que Danny Dubé, le Rocky style, c'est Danny Dubé, quand l'analyste des Canadiens de Montréal, quand il parlait des Islanders de New York, qui jouait ce style très passif, limite finlandais dans la zone, très compact. Et je pense que Fribourg est l'équipe la plus passive de cette ligue. Regardez le Corsi, c'est une équipe qui replie facilement en zone neutre, qui joue parfois 5 en patinage arrière et qui joue un style relativement passif sans la rondelle, ce qui fait qu'elle accorde plus de tirs, effectivement. Là, il y a une piste d'explication. Mais entre accorder 35 shoots, entre accorder 30-35 shoots par match, puis en accorder 40-50, là, il y a peut-être oui, je veux bien que peut-être la qualité des shoots. Puis j'ai entendu des gens qui me disent « mais Berra, il fait rien d'extraordinaire. » Mais Berra, c'est pas un gardien extraordinaire. C'est pas un gardien flashy. C'est un gardien de position qui joue la moyenne, qui se place, le puck le frappe. Il est toujours en position, toujours calme, un peu comme Stabiach Stéphane. C'est pas un gars qui va te sortir des arrêts spectaculaires parce qu'il est toujours bien placé. Un gardien qui fait des arrêts spectaculaires, c'est souvent qu'il n'a pas de pied ou qu'il est mal placé. Et lui, il en fait quelques-uns sur le lourd, mais c'est pas un gars ça a l'air, il rend les trucs. Il rend les shoots qu'il reçoit, ça a l'air facile. Donc, on se dit, bon, il ne reçoit que des trous de l'extérieur faciles, mais parce qu'il les rend faciles aussi, parce qu'il est bon, parce qu'il est bien placé, parce qu'il est costaud. Et moi, je persiste à croire que moi, je suis coach, puis je regarde à la fin du match, puis je me dis, attends, on accorde 45-50 shoots par match, je me pose quand même des questions. Avec tout ce que je vous ai dit avant, je me pose quand même des questions, parce que sur la longueur, au bout d'un moment, oui, Berra, il fait partie du système défensif. Ça, c'est un argument que j'entends aussi. Bien, forcément, vous allez me dire, on sait qu'on a un bon gardien, on les laisse shooter. Non, mais ça ne va pas comme ça non plus. Donc, sur la longueur, ça va être dur à tenir. Et on a vu que Fribourg, quand ils jouent contre les meilleures équipes de la Ligue, ils n'ont pas encore joué contre Zug, ils ont joué une fois contre Zurich, une fois en Coupe de Suisse, ils ont perdu les 2 fois en passant. Mais quand ils jouent contre les équipes qui vont un peu plus vite en attaque, un peu plus percutants, on l'a vu contre Lausanne, ben les pieds, les petites papates des défenseurs, là, ça devient plus compliqué. Et puis, ça vient vite. Puis, on est facilement débordé contre les équipes qui vont un peu plus vite en attaque. Et ça, c'est la preuve, elle est là. Vous regardez les résultats. Pour revenir sur ce que tu disais sur Berra, on a vu quand même que sur le 5-0, il ne fait pas le déplacement. Je pense qu'il en avait marre de prendre le tir. Et puis, il a laissé la cage vide à Eichler. Non, mais ça, le body language, est-ce qu'on peut parler aussi du body language de Berra? Je l'adore. Mais je me souviens de lui de l'année du lockout, j'arbitrais, puis j'avais dit c'est le meilleur joueur. Il est bon, ce Berra. Il est bon, je l'aime. Mais est-ce qu'il est désagréable avec son body language, les gars? Hein? Est-ce qu'il a pas une attitude de star dans la cage? Il faut le dire. Là. Puis, il parlait avec 2-3 gars de Fribourg. Il dit ouais, on le laisse faire. Il râle un peu. Il nous regarde de travers. Puis il bougonne et tout. Mais il arrête des pas qu'on est content. Il est comme ça. Il faut le laisser faire. C'est un caractère comme ça. Mais le nombre de fois où il regarde l'air de dire pourquoi vous n'avez pas arrêté le shoot? Pourquoi vous n'avez pas. Et là, typiquement, sur ce but-là, moi aussi, j'ai vu ça. Il n'a même pas suivi l'air de dire j'en ai plein le cul ce soir, les gars. De toute façon, on va perdre. Là. Donc, ça, c'est le côté Berra qui est un peu agaçant. Mais tant qu'il va arrêter les pas comme il le fait, personne ne va parler de ça. Oui, mais à Fribourg, ils avaient l'habitude. Rappelle-toi Benjamin Comte aussi, qui râle beaucoup quand il prend un but. Et Bichère aussi. Ouais. Il y a un truc, là, tu parlais de jouer en contre-attaque, prendre des coups et jouer en contre-attaque. Quand tu as un gars comme Stolberg qui est malade, qui amène une énorme vitesse, eh ben là, tu es embêté aussi. C'est un gars qui est très bon dans des systèmes comme ça.
Voilà, 1-1 ou 2-1, il fait son travail défensif. Et puis que lui, quand il part, je crois qu'il n'y en a pas beaucoup dans la ligue qui le suivent. S'il a 1 mètre d'avance, il finit avec 2 mètres d'avance, puis il marque souvent. On avait chronométré en studio il y a 2 ans. Quand il jouait à Zug la première année, on l'avait chronométré. Il avait coupé un puck dans le slot, dans sa zone, arrêté. Puis c'était contre Fribourg d'ailleurs. En 4 secondes, point 2, il était rendu de l'autre côté, puis le puck était dans la cage. Il l'avait transporté. Je me souviens de ça, on l'avait fait en studio parce qu'on avait le chrono en écran. Puis c'est vrai que c'est un gars qui est très, très explosif, qui est à son avantage. Et moi, je tire mon chapeau à Christian Dubé parce que Christian Dubé, peut-être qu'il a trouvé un style qui convient bien à cette équipe. Tu parles de Stahlberg. C'est un style qui convient très bien à cette équipe. Et tout le monde, on sort assez, jusqu'à maintenant, on sort le meilleur. Regardez, Kylian Motet connaît une super saison. Il faut le dire, 12 buts, un des meilleurs buteurs de la Ligue. Il a plus de buts qu'Hoffman, il a plus de buts que plein de buteurs dans cette ligue. Il connaît une super saison. Stahlberg joue bien. Il a quasiment le total que l'année passée aussi. Hein. Il connaît. Il est en proie. Peut-être qu'il va marquer 25 buts, notre Kylian national. Honnêtement, là, c'est une super saison. Il faut le mentionner. Gunderson est extraordinaire défenseur. Je pense qu'il est meilleur que Tom Ernest cette année, à mon sens. Hein. Il y a plus d'impact dans le jeu qu'un Tom Ernest. Et Dieu sait que la comparaison est difficile à tenir. Et Christian Dubé a tire jusqu'à maintenant de façon globale. Oui, on peut parler du match contre Ambry, mais ils n'ont pas fait de faux pas, à part contre Rapi et Ambry, comme des équipes qui sont en bas d'eux au classement général. Et je pense que le mois de janvier sera déterminant sur la saison de Fribourg, qui vont affronter en back-to-back Zug, qui vont affronter, je pense, 3 fois Genève, 2 fois Lausanne. Donc, ils ont un mois de janvier test avec des équipes dans le haut du classement comme eux. Et ça sera déterminant. La performance, les résultats de Fribourg contre ces équipes vont déterminer s'ils vont vraiment rester dans le haut de tableau et connaître la saison extraordinaire qu'ils sont en train de faire, ou si tout à coup, là, les choses vont aller vers le bas. Et c'est un mois vraiment test pour eux. Moi, j'ai une question par rapport à Fribourg. Quand tu dis que le style de jeu de Fribourg, c'est d'encaisser des coups, et puis ensuite, eux, ils vont en contre-attaque pour marquer des buts, est-ce que du coup, on ne devrait pas laisser le puck à Fribourg ? En disant, non, je sais jouer pas. Le même jeu qu'eux. Jouer le même jeu, ou tu dis, alors venez, et puis c'est nous qui allons jouer en contre, ou est-ce que ça se fait pas du tout, et puis tu as une équipe qui a le puck, et puis tu as envie de jouer, et puis tu as envie d'aller tirer sur Béra. Alors Stéphane, par oui ou non, s'il te plaît, parce qu'il faut qu'on parle encore des ventes. Je ne ferais pas ça. Moi, je ne changerais pas l'ADN de mon équipe pour jouer comme ça contre Fribourg. Ok, super. On va passer à la Suisse M20 parce qu'il nous reste moins de 10 minutes. Ce serait bien quand même qu'on prenne le temps de revenir sur le parcours de la Suisse. On rappelle, 4 défaites, 5 buts marqués, 20 encaissés. Moi, surtout, ce qui m'a marqué, c'est 25 fois 2 minutes. C'est beaucoup trop, cette indiscipline des Suisses. Est-ce qu'on peut parler de la ligne d'arbitrage aussi, les gars? Sérieusement? Non, Steph, parce que tu vas c'est une farce monumentale. Il n'y avait que des arbitres canadiens à cause du COVID cette année. Puis moi, je peux vous dire, je suis junior majeur. Mon fils joue là-dedans, je suis junior canadien. Et la ligne d'arbitrage des joueurs, c'est tous les arbitres qui arbitrent dans le junior au Canada. Et la ligne d'arbitrage qu'ils ont tenue là, c'est une véritable farce par rapport à ce qu'ils font en championnat, parce qu'ils laissent beaucoup aller en championnat. Et là, on leur a dit, je pense que Danny Coleman est arrivé, puis il a dit, les gars, faites comme moi. Si vous laissez tout aller en championnat, sifflez tout au niveau international et vous aurez une grande carrière. Et c'est exactement ce qu'on a vu. Et puis, voilà. Non, mais c'était ridicule. On a vu des pénalités, on s'est tous regardés, on s'est dit, mais attends, c'est une farce, ou bien il l'a inventé celle-là ou quoi? Et là, on voulait montrer une ligne, et c'était trop. Mais les Suisses auraient dû, pour résumer les Suisses auraient dû s'adapter à cette ligne-là, effectivement. Mais quand tu cours après la rondelle, quand tu n'es pas en possession de la rondelle, tu es plus sujet à faire des fautes que quand tu domines et que tu as la rondelle sur ta canne. Ouais, et puis quand tu. Aussi, où ils ont pris beaucoup de pénalités. Alors, c'était le premier match, donc il fallait s'adapter, mais ils ne sont pas adaptés. Il faut 2 bons adversaires, il faut 2 bonnes équipes pour avoir un bon match. Et puis là, contre la Slovaquie, c'était, ayons pas peur des mots, c'était pénible à regarder, quoi. Non, c'était pas vrai. C'était pas un bon match, effectivement. D'accord. Ouais. Moi, en tout cas, il y a une image qui m'a marqué durant ce mondial, c'est contre la Finlande. À un moment, il y a une image du banc suisse. On voit Patrick Fischer qui prend le petit tableau, qui explique à un joueur qu'est-ce qu'il doit faire. Puis à côté, on a Marco Bayer, le coach, qui a les mains dans les poches, qui regarde l'écran géant, l'air de se dire qu'est-ce que je fous là. C'est ce que j'ai envie de dire. Le body language de Marco Bayer derrière le banc a été sujet à pas mal de questions. Et puis ça, à chaque match.
pas seulement son implication, parce que là, il y en a d'autres qui fonctionnent comme ça. On regarde Volvend, par exemple, à Davos, il s'appuie vraiment beaucoup sur ses deux assistants. Et lui, c'est le motivateur, c'est celui qui dit « Come on, guys », qui te tape dans le dos ou qui vient t'expliquer les yeux dans les yeux que tu as fait une erreur dans ton entrée de zone. Ok, ça c'est possible, mais quand on le voit sourire et puis hausser les épaules quand on prend finalement le but contre la Slovaquie, il y a vraiment des moments où tu te dis non mais on attend un tout petit peu plus de tenue, on doit l'apprendre, ça fait partie du boulot de coach, tu montres que tu es là et il y a une prestance qui manque absolument. Et puis voilà, après il n'y a pas de relégation, il ne risquait pas grand-chose, on manque les quarts de finale de beaucoup. Par contre, le truc dans la communication, quand Marco Bayer parlait de médailles, même si ce n'était pas forcément pour cette année, je trouve que c'était un petit peu maladroit aussi. Voilà. Est-ce qu'il y a une erreur de casting? Est-ce que c'est juste parce qu'on connaît les bonnes personnes? On sait que, ma foi, dans tous les métiers, c'est comme ça. Il faut avoir un bon réseau pour avoir une bonne place. Voilà, on va lui donner la chance. L'année prochaine, il y a de nouveau un championnat du monde et puis il sera de nouveau là. Donc là, il aura peut-être autre chose à sa disposition. Il faut dire que la volée 2001, c'est pas la meilleure du hockey suisse. Non, c'est pas la meilleure, mais c'est pas la meilleure, mais tu perds que 1-0 contre les Slovaques. Je veux dire, ce match, il aurait très bien pu tourner pour 1-0 pour la Suisse, mais c'est surtout le match contre les Allemands, parce que quand tu perds contre la Finlande 4-1 puis 10-0 contre le Canada, ça, c'est de toute façon des points qu'on n'avait pas comptés dans l'objectif suisse. Par contre, quand tu as un dernier match contre l'Allemagne et puis que tu perds 4-0 après 2 tiers et déjà 2-0 après 10 minutes, que tu as marqué un seul but jusque-là puis que ton buteur, tu le mets surnuméraire, il y a quand même des choses qui sont un petit peu bizarres. En plus, il change quasiment toutes ses lignes défensives pour le match contre l'Allemagne, juste parce que tu as perdu 10-0 contre le Canada, alors que les paires défensives, ça faisait 3 matchs qu'elles jouaient comme ça. Je sais pas, moi je trouve qu'il y a plein de petites choses mis bout à bout qui ont fait que contre l'Allemagne, c'était pas génial, quoi. Puis la gestion du gardien. Le troisième, oui, et puis le gardien, il met Faton pour les 2 premiers matchs, ce qui est logique contre la Slovaquie et la Finlande. Tu reposes ton numéro 1 contre le Canada, tu mets Patnaud, mais il met quand même Faton comme gardien numéro 2. Et puis pour le dernier match contre l'Allemagne, il remet Faton au numéro 1, ce qui est logique. Et puis là, on met le gardien numéro 3 comme remplaçant, qui est Nauer, pour peut-être lui dire, bon, ben, on t'a pas pris à Edmonton pour rien, donc joue quand même. Mais du coup, à 2-0 après 10 minutes pour l'Allemagne, il aurait pu sortir Faton et mettre Patnaud, comme Bienne l'a fait à Genève, quand ils ont sorti Pope, quand ils perdaient 2-0 Vernet. Et Pope, c'était pas du tout de sa faute, mais t'envoies un signal à l'équipe. Tu sors Pope, tu mets Van Pottelberg, ben là, après 10 minutes, tu sors Faton, tu mets Patnaud, et puis t'envoies un message. Mais là, tu peux pas faire jouer Nauer. Exact. Donc, c'est vraiment bizarre. Ouais, moi, j'ai le sentiment qu'il a sacrifié, entre guillemets, quelques joueurs. Patnaud contre le Canada, où il peut pas mettre Faton, parce que sinon, il est grillé, le gamin. Jobin, Stéphane, tu l'as suffisamment dit, hein, il le met seulement dans le 3e tiers en première ligne contre l'Allemagne, alors que c'est peut-être le meilleur buteur de la génération. Voilà, quoi. Et Griknak, dans toutes les situations, à 4 et compagnie, le gamin, il n'a plus aucune énergie pour amener le puck en zone offensive quand il faut. Il a joué 9 minutes en première période, 8 minutes 45. Sérieusement, oui, j'en ai beaucoup, mais à un moment donné, pourquoi Knack à 4 contre 5? Je ne comprends pas. Je n'arrive pas. Si tu veux qu'il te génère de l'attaque, et c'est ça qui nous manquait, laisse-lui les jambes pour pouvoir le faire, éventuellement. Donc, effectivement, il y a pas mal de trucs. Là, on fait les gérants d'estrade un peu, etc. Mais il y a quand même des trucs. C'est le but de l'émission, Steph. Ouais, je sais, mais sur le coaching, voilà, c'est toujours facile après coup de dire on aurait dû, c'est ce que je me dis. Mais effectivement, il y a des trucs à dire. Ce que vous avez dit, c'est très pertinent. Et le body language, la communication aussi qu'il y a eu autour de cette équipe-là. Je pense que Bayer, il n'y avait aucune idée où il mettait les pieds. Sincèrement, je pense qu'il ne s'est pas rendu compte du niveau, à quel point le niveau international U20 est bon et qu'il y a des équipes qui sont au-dessus du lot. Il y a 4-5 équipes qui sont au-dessus de tout le monde. Et puis, celle-là, puis en sachant très bien, il n'y a personne qui lui a expliqué qu'on avait une petite volée cette année. Puis que même si on a une bonne volée, c'est compliqué. Imaginez si on a une petite volée pour aller là. Il y a quelqu'un qui a dit, attends, là, calme-toi, mon grand, là, essaie de juste de mettre un petit peu de politique autour de ça. Puis dire, on y va, on a pris quelques jeunes, on va essayer de faire du mieux qu'on peut, etc. Non, avec des médailles. Mais sérieusement, ça ne fait pas sérieux. Puis les joueurs qui écoutent ça, ils disent, attends, c'est de mettre la barre trop haute, puis après, les gens, ils disent, attends, il va annoncer des médailles. Les gens, nous, on suit ça attentivement, on connaît les joueurs, puis on est dedans. Mais les gens qui regardent ça comme ça, de façon un peu détachée dans le temps des fêtes,
Puis il dit, ah, ben, on va aller une médaille. Ah, il doit y avoir une bonne équipe cette année. Puis ils vont là, puis ils se font. Tu dis, attends, puis en plus, on avait un groupe favorable, et puis son body language, Jean-Philippe, moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. Les gens, ce qu'ils voient, c'est comme moi, quand je parle à des jeunes arbitres, je leur dis, tout ce que les gens voient de vous, c'est ce que vous dégagez. Tu peux être le meilleur gars au monde, le meilleur arbitre au monde, le roi des types, le meilleur communicateur. Les gens, ils ne voient pas ça. Mais c'est ce qu'on voit de Bayer, là. C'est qu'ils se demandent ce qu'il fait là. De toute façon, il n'a pas l'air heureux déjà de nature. C'est un gars qui est taciturne. Hein. Je me souviens, comme joueur, il était comme ça, toujours un peu en train de faire la gueule, puis en train d'être tristounet. Et puis là, c'était flagrant. Quoi. Il avait l'air de... Puis moi, quel autre entraîneur au championnat du monde, bien sûr, regardait ses fiches? Il y a des coachs qui ont des fiches pour noter. Est-ce qu'il y a un autre entraîneur au championnat du monde, une équipe nationale, qui regardait ses fiches? Moi, je ne comprends pas qu'un entraîneur U20 qui est à plein temps, c'est probablement le seul d'ailleurs qui est à plein temps avec l'équipe nationale dans ce tournoi-là, tu dois connaître tes joueurs par cœur depuis le camp d'été, à quelle heure ils mangent, à quelle heure ils vont aux toilettes, comment ils vivent, comment ils sont bons. Tu dois connaître tes joueurs par cœur. Et il a passé des semaines avec eux, ça fait 3 semaines qu'il était avec eux. Le gars, il est en train, à 3 minutes de la fin, contre l'Allemagne, en train de regarder ses fiches. Puis regarder ces gars sur le banc, l'air de dire, attends, il est où, lui, c'est qui ces lignes-là? Excuse-moi, là, ça fait terriblement amateur. Ça me dérange. Ça me dérange. Tu dois connaître tes joueurs par cœur, puis tu dois faire des changements de ligne sur le bout de tes doigts. Ça doit être imprimé sur le disque dur. Et ça, je ne suis pas le seul observateur du hockey à l'avoir remarqué. Et ça me dérange. Mais c'est des détails qui je me dis, mais attends, voilà. Bref, on espère que ça sera mieux l'année prochaine. On espère que ça sera mieux. Est-ce que... je vais prendre les questions que Denis et Vladi, je vais les comprimer ensemble pour ça, pour finir là-dessus avec les M20. Est-ce qu'il ne faudrait pas finalement, avec la réforme qui va arriver en National League, obliger un bloc de M20 en National League ou remettre la Suisse M20 en Swiss League comme il y avait eu quelques années en Ligue B? JP? Non, moi, comme ça, hein, sans avoir fait l'analyse totale, je dirais non. Et puis, assez simplement, parce que si on force à mettre un bloc de M20, quand on voit la situation actuelle, ce que disait Stéphane tout à l'heure, les meilleurs, ils sont déjà plus là. Les meilleurs, ils sont au Canada, les meilleurs, ils sont en Suède. Donc, il faudrait mettre, ça veut dire que ce n'est pas le meilleur bloc M20 que tu peux mettre, et il y aura une telle différence entre les M20 qui sont restés en Suisse et ceux qui seront à l'étranger, parce qu'on ne va pas inverser cette tendance, parce que cette tendance a fait ses preuves. Donc, je ne pense pas que les agents vont dire à leur protéger, non, mais reste en Suisse, c'est bien pour le hockey suisse. Non, là, c'est ta carrière qui compte, et pour ta carrière, il faut, pour l'instant, aller ou en junior au Canada, ou bien en junior en Suède. Donc, moi, je ne pense pas que ça va se passer. Je ne pense pas que c'est forcément une bonne idée, en tout cas pas pour le développement des jeunes Suisses. Et puis, messieurs, je voulais qu'on termine en nommant chacun notre joueur du tournoi. Jérôme, comme tu n'as pas beaucoup parlé ces derniers instants, on va commencer par toi. Qui t'a marqué dans l'équipe suisse M20 durant ce tournoi? Moi, c'est le gardien de l'équipe de Suisse, c'est Faton, qui a fait 2 super matchs contre la Slovaquie et la Finlande. Il n'a pas joué contre le Canada. Et puis contre l'Allemagne, il peut pas grand-chose. Hein. Franchement, il prend les buts, on va dire, c'est des buts normaux. Steph? Voilà. Moi, je vais y aller avec Iñaki Baragano. Il était dans les 3 aussi qui ont été choisis. Là. Et c'est un petit roman que j'aime bien, qui a été formé à Lausanne, petit gars d'Yverdon, qui va jouer en National League l'année prochaine parce qu'il a des offres actuellement. Et je suis un défenseur droitier qui peut jouer dans 2 sens de la patinoire, un certain sens offensif. A appris à jouer physique en Western Hockey League, un petit peu plus physique qu'il l'était parce que c'est pas un gars naturellement très, très, très physique, mais il l'a appris un petit peu. Je pense que il a joué 24 minutes le dernier match. C'était le défenseur de confiance avec Mayer de Zurich, de la troupe de Bayer. Et je pense qu'il a disputé un bon tournoi dans la mesure où l'équipe n'était pas très bonne, puis on a perdu. Il a quand même bien performé et je suis très confiant pour la suite de sa carrière. JP? Moi, même s'il n'a pas été forcément très fort devant le but, mais ce n'est pas forcément sa qualité première. Moi, j'ai bien aimé Simon Knack, hein, sortie de zone, amener le puck, power forward. On l'utilise comme ça, c'est vraiment un gars, c'est un 2002, hein, il sera encore là l'année prochaine, mais il a besoin d'un gars qui la met au fond, d'un sniper à côté de lui ou au centre, plutôt à l'autre aile. Moi, j'ai bien aimé ce qu'il a amené là. On voit avec Davos qu'il a connu une adaptation pas hyper rapide avec les adultes. Il peut encore être éligible pour la draft l'année prochaine. On verra s'il arrive à passer un palier. Il pourrait être très intéressant à voir l'année prochaine.
Et pour ma part, je vais y aller avec Attilio Biasca, le premier buteur de la Suisse. On va le rappeler, c'est le deuxième plus jeune joueur de l'équipe nationale M20 cette année, après Canonica. C'était pas à lui de montrer la voie dans ce tournoi, d'aller marquer le premier but, mais il l'a fait. Moi, j'ai pas compris son absence, comme tu as dit, Jérôme, tout à l'heure, contre l'Allemagne. Pourquoi est-ce qu'il était surnuméraire? Je pense que quand tu as un joueur qui a encore 2 championnats du monde devant lui, puisqu'il est de 2003, ça aurait été une bonne expérience de jouer un match aussi décisif contre l'Allemagne et pour prendre cette expérience. Et puis j'ai aussi envie de mettre une petite mention honorable à Noah Patnaud, parce que contre le Canada, j'ai trouvé qu'il a fait un bon match, malgré les 10 buts encaissés, qu'il n'a pas eu de chance, mais il a fait des très bons arrêts. Il a franchement gardé la Suisse pendant près de 40 minutes dans le match. Voilà, messieurs, merci beaucoup. Alors Stéphane, demain, studio avec David. Ouais. Jérôme, tu seras sur le match studio, bien de Fribourg, justement, aux commentaires. Et Jean-Philippe, tu l'as dit, tu seras sur le derby lémanique entre Genève et Lausanne. On vous des prédictions, les gars, pour demain. Allez, mouillez-vous. Bien de Fribourg. Écoute, selon les statistiques, victoire de Fribourg. Hein. C'est la bête noire de Bienne, ça ne veut pas changer. J'en fais. JPP. Parce que nous, on a Bienne à JVP, puis nous, on a JPP chez nous. Hein. Moi je verrais bien, je rêve d'un derby, on va dire flamboyant, feu d'artifice, plus de 5 buts et demi. Il dit pas pour qui, par contre. Bon, moi je dis bien en prolongation. Voilà, c'est noté, on regardera ça demain. Et puis moi j'espère aussi deux très beaux matchs sur ces clubs, parce que ça sera une belle soirée de hockey sur glace. Et puis surtout, on espère qu'on continue avec 6 affiches. Merci messieurs. Et excellente fin d'après-midi à tous. La rediffusion dans quelques instants sur Facebook. Et puis lundi prochain, le 2e épisode d'Overtime. Bye bye. Ciao. Bye bye. All right,